Ce programme vous est présenté par l'eau minérale Saïda. هذا البرنامج يأتيكم برعاية تازي هولدينغ كابسيال، صناعة جزائرية بمعايير صيدلانية عالمية. Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue sur A24 News pour ce nouveau numéro d'Hebdo Show algérien. Un numéro consacré ce soir en majorité à la célébration du 64e anniversaire de la fête de l'indépendance et du recouvrement de la souveraineté nationale le 5 juillet, date symbolique qui nous rappelle chaque année l'importance de préserver l'héritage de nos martyrs. Alors j'ai le plaisir ce soir d'être accompagné tout d'abord de mon très cher Nader Zad. Bonsoir Nader. Bonsoir cher Nouhed. Bonsoir à tous. Également avec nous Faisal Mataoui qui regarde déjà ses notes, mesdames et messieurs. Il a déjà beaucoup de choses à vous dire. Bonsoir Faisal. Bonsoir Nouhed, il y a également Badis Rnissa autour de la table. Bonsoir Badis. Salam Azoul, bonsoir. Et puis ce soir, c'est Kamel Mansaleh qui se joint à nous. Bonsoir Kamel. Bonsoir et joyeuse fête de l'indépendance au peuple algérien. Merci Kamel, c'est à vous également. Alors célébration justement du 64e anniversaire de la fête de l'indépendance et du recouvrement de la souveraineté nationale, nous y reviendrons. Nous reviendrons sur le message du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à l'occasion de cette journée à grande portée historique. Le 5 juillet 2026, synonyme de modernisation des infrastructures, le président Tebboune a mené une série d'inaugurations et de lancements de projets d'envergure dans la capitale. On y reviendra en détail. Nous ferons également le point sur les acquis politiques, sociaux et économiques ayant permis de mettre l'Algérie sur les rails de l'émergence. Et puis Nariman Zekar sera avec nous pour sa partie des Z Showtime. Restez avec nous, c'est en fin d'émission. Et on commence, messieurs, comme toutes les semaines, avec l'essentiel de l'actualité et cet événement qui a marqué la semaine écoulée, à savoir les élections législatives. De nombreux Algériens à travers l'ensemble du territoire national, à travers le monde, se sont donc mobilisés pour aller voter. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a lui aussi accompli son devoir électoral. Il a d'ailleurs déclaré après avoir voté que l'ère des quotas et de l'atteinte à la volonté du peuple exprimée dans les urnes est révolue. Je vous propose de l'écouter, on en parle juste après. أعتقد المرحلة هذه تجاوزناها منذ زمان خلاص يعني كل الجزائريات والجزائريين متيقنين باللي مرحلة الكوطا ومرحلة المس بالصوت تاع الشعب انتهى خلاص. وهذه تقريبا كل الانتخابات اللي مرت ما سمعناش ولا مترشح ولا حزب ولا يشكي من التزوير ولا من سرقة الأصوات نتاعو. إذا نطمن الناس كل اللي قانون راح يطبق بصفة اللي تخلي كل واحد يخمم مليح قبل ما يخترق القانون. التعديلات اللي وقعت نتيجة خلل لاحظناه في تطبيق القوانين السابقة، وإحنا ما يخفاش عليكم نمشي من حسن إلى أحسن حتى نوصل للغاية انتخابات يعني عادية نزيهة. ما نزيدش نتكلم على التعديلات اللي وقعت، التعديلات التقنية. الهيئة السلطة المستقلة للانتخابات راح تلعب الدور تاعها وتحاول بقدر الاستطاعة باش ما تظهرش، ولكن في آخر المطاف قرارها هي اللي تعلن على النتائج، هي اللي تشرف على فرز الأصوات إلى آخره. إذا وصلنا لمرحلة نتاع مصداقية بالنسبة للمؤسسات الدستورية فقد صبحت لها غبار عليها، ونتمنى ما أحسن إن شاء الله. Voilà, messieurs, c'était donc l'allocution du président de la République après avoir accompli son devoir électoral. M'a dit un commentaire. Écoutez, le jeudi 2 juillet, le président de la République, Sir Abdelmadjid Tebboune, s'est rendu à l'école Ahmed Arouad de Bouchaoui pour y accomplir son devoir électoral. Et je veux insister, comme tu l'as si bien dit juste avant, Nouhed, sur la portée de sa déclaration. Je cite, l'ère des quotas et de l'atteinte à la volonté du peuple exprimée dans les urnes est révolue. Ce n'est pas une formule de circonstance, c'est l'aboutissement d'un chantier de refonte du cadre électoral engagé de longue date. Ce qui est important de savoir, c'est que les listes ouvertes, les seuils de représentativité de toute la classe
sociale, économique algérienne, la nouvelle loi organique, et qui mérite, je crois, à mon simple avis, d'être saluée comme telle, c'est une rupture assumée avec les pratiques du passé. On oublie les pratiques du passé. Donc, ce qui est important aussi de savoir, c'est que, on va en parler, je pense, après, il y a eu une participation qui n'était pas au rendez-vous. La participation qui n'était pas au rendez-vous, c'est pour des choses simples. C'est que les partis politiques n'ont pas fait le job de partis politiques. Ils n'ont pas su attirer le peuple, justement, pour aller voter, parce que c'était pas clair, tout simplement. Et c'est là où, moi, où je veux en revenir, c'est que l'Algérie est indépendante. On a un système démocratique, justement, qui donne la parole au peuple, qui donne le pouvoir au peuple, par le peuple et pour le peuple. Et le problème, c'est que on n'est pas concerné, on n'a pas l'impression d'être concerné par les promesses de ces politiques-là qui ne nous parlent pas. Ça ne nous atteint pas, ça ne nous parle pas. Et je pense que c'est un échec de la classe politique qui est assez terrible, alors qu'il y a une volonté qui est très importante de l'État et de toutes les partitions de l'État, justement, pour avancer dans ce domaine-là. Badi, c'est un commentaire peut-être d'abord sur cette allocution du président de la République, avant qu'on passe à autre chose. C'est une déclaration politiquement centrale, puisqu'elle est très importante, elle revêt un signal très fort de la part du président de la République, lui, qui a voulu faciliter la connectivité entre l'électeur et l'élu. Lui qui a voulu moraliser et apporter plus de virtuosité justement à l'exercice politique. Et à travers aujourd'hui ce jalon électoral, d'abord il accomplit son devoir électoral, son devoir civique, mais aussi il en profite pour effectivement rappeler à l'ordre quelque part un peu les jalons, les victoires qui ont été accumulées, notamment sur l'acte civique, qui est le vote en lui-même, puisqu'en l'occurrence on parle de cette occasion, de cette opportunité. Surtout aussi rappeler à qui veut l'entendre qu'aujourd'hui, nul obstacle peut altérer le message politique, ou même, je dirais, la voix du peuple, puisqu'aujourd'hui il est à même de pouvoir s'exprimer librement, dans la transparence la plus totale, et ça a été évoqué par le président lui-même en disant effectivement qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus dans une ère révolue, à savoir la corruption, notamment avec les acquisitions, rappelez-vous l'achat des sièges. Nous ne sommes plus non plus dans l'altération du message politique, à savoir qu'aujourd'hui, seule la classe politique est maîtresse plutôt de cet exercice sur le terrain. Et par voie de conséquence, avec bien sûr un arsenal juridique, la loi électorale, plusieurs outils facilitateurs et leviers notamment, toujours pour placer le citoyen au cœur du réacteur politique. Et donc, aucun obstacle aujourd'hui ne peut obstruer, j'ai envie de vous dire, les responsabilités de cette classe politique qui, finalement, ces élections sont un peu, quelque part, un outil de sondage pour peser la classe politique, peser le travail de terrain et voir si éventuellement ces partis politiques s'inscrivent véritablement dans la construction à long terme, notamment citoyenne, aux côtés de la société civile, ou ce sont, et on en parlera plus tard, des partis qui s'inscrivent plutôt dans des occasions, des opportunités électorales. On peut dire finalement clairement, Badi. Non, excuse-moi, Noured. On est à l'hebdo show. Je pense que Badis et moi, on a à peu près la même longueur d'onde sur beaucoup de sujets. Mais il faut aussi savoir se dire que aujourd'hui, Badis, on est dans une période où les temps révolus sont vraiment à mettre à la poubelle. Oui. Quand je vous dis ça, c'est quoi? C'est que en d'autres temps, on n'aurait pas cette analyse transparente des taux de participation, on n'aurait pas cette analyse transparente de l'échec de la participation. Et là, je le dis sur un plateau d'une chaîne publique algérienne, donc je prends la responsabilité de le dire. En d'autres temps, les taux auraient été gonflés, les quotas auraient été distribués aux partis maisons. Il faut savoir le dire, ça aussi, d'accord ? Aujourd'hui, le président de la République a mis un terme définitif à ces pratiques, comme d'ailleurs l'argent. Ces législatives sont propres. On est tous des Algériens, de pères, de mères, de grands-pères et de grands-mères. Vous saviez très bien qu'avant, le poste de député se vendait. Il faut le dire sur ce plateau. C'est vrai. C'était Shkara, il faut savoir le dire. Maintenant, non, c'est des dossiers. Il y a l'ANI qui a été créé justement pour vérifier les dossiers des candidats. Ça a été nettoyé. Et c'est les personnes qui ont un casier judiciaire irréprochable, qui n'ont pas on va dire entre guillemets, de casserole dans la tête, qui sont partis représenter ou se faire représenter. Et des députés ont été élus
avec malheureusement pas assez de suffrages. Pour moi, c'est un échec par rapport à la participation. L'échec de la participation, mais est imputable aux partis politiques qui n'ont pas su mobiliser leurs adhérents. C'est ça qui est important. Il n'y a pas eu de mobilisation des adhérents. Parce qu'à l'époque, ce n'était pas comme ça. On pouvait faire 20%, 30%, on disait qu'il y avait 70% de participation, et les députés, ils étaient choisis par, entre guillemets, le ma'rifa. Il faut savoir le dire. Je prends des risques en le disant peut-être comme ça en direct à la télévision, mais c'est la vérité, et il faut savoir dire la vérité. Voilà. Fort heureusement, le président de la République a créé finalement cette séparation de l'argent sale et de la, exactement, et de la politique. Exactement. Il faut savoir rendre à César ce qui appartient à César. Une véritable moralisation. Il y a eu une moralisation de la vie politique en Algérie, en l'occurrence là justement par rapport à ces élections législatives, et c'est important de dire que voilà, on continue à se développer sur tous les points, on continue à nettoyer en quelque sorte ce qui n'était pas bien, et on va continuer à avancer. Il faut noter, Mahdi, qu'avant l'opération électorale, l'autorité nationale indépendante des élections a fait un véritable nettoyage, entre guillemets, parce que plus de 1200 listes 3000. Oui, ont été... 3000. Oui, beaucoup de listes ont été donc mises de côté parce qu'il y a des règles maintenant. Parmi les règles, Mahdi, c'est de payer les impôts, d'avoir une... Oui, mais c'est pas à cause de ça. C'est pas à cause de ça qu'il n'y a pas eu il n'y a pas eu de participation. Il n'y a pas eu de participation parce que c'est le résultat de l'absence de leadership de certains partis qui continuent à fonctionner à l'ancienne. C'est tout. Il n'y a pas d'autre mot. C'est qu'il y a des partis qui pensent encore que c'est qu'on est l'Algérie d'il y a 10 ans, d'il y a 15 ans, d'il y a 20 ans. J'explique qu'il y a quelque temps... C'est pas parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas été mises sous... Non, je suis en train d'expliquer ce qui se passe, parce qu'en fait, le taux de participation de 20 à 79% aux élections de juillet, c'est 3% de moins que les élections de 2021. C'est le double pour la communauté nationale à l'étranger, 5 à 10%. C'est effectivement, je suis d'accord avec Badis et Mahdi, c'est que la vie politique est animée par les partis politiques, parce que le président de la République est au-dessus de la mêlée. Le président de la République n'a pas de parti politique. Mais bien sûr. Et il a reçu beaucoup de partis ces derniers mois au niveau de la présidence de la République. Et donc, c'est effectivement, il revient au parti d'abord de mobiliser la société, c'est au parti de mobiliser les électeurs, c'est au parti aussi d'organiser des débats, de défendre l'Algérie lorsqu'il le faut. Or, on aura constaté ces derniers mois que beaucoup de partis n'existe qu'entre deux élections. On a un parti qui est là aux élections 2021, les élections locales, et puis après on les disparaît, on ne les voit plus. Ils n'organisent pas d'universités d'été pour les jeunes, ils ne forment pas les jeunes, ils ne sont pas dans les débats publics, ils ne font pas de propositions. Lorsque vous partez sur les réseaux sociaux ou sur leur site internet, vous ne trouvez pas de programme. Donc il y a effectivement une véritable faillite des partis politiques. La loi sur les partis a fait en sorte qu'il y ait un peu de réglementer un peu la scène politique nationale, la loi sur le régime électoral aussi, mais il reste que le constat est très clair. Ça veut dire que maintenant, on est passé à une nouvelle phase. Parce que d'abord, dans ceux qui ont été élus ou ceux qui étaient portés candidats étaient plus de 50% de jeunes. C'est une nouvelle classe politique. Je suis d'accord avec Mahdi lorsqu'il parle d'argent sale qui a été utilisé effectivement pour acheter des voix. On l'aura vu lors des élections de 2012, on l'a vu, rappelez-vous Kamel, lors des élections législatives de 2017. Lors des élections de 1997, avec le scandale. Oui, mais la jeunesse, attention, la jeunesse, Faisal, c'est un passage obligé. Là, les jeunes d'aujourd'hui, c'est un rajeunissement de la classe politique. Ce sera les mentors de demain. C'est un passage obligé pour constituer une nouvelle classe politique. Oui. Une classe politique jeune, une classe politique honnête, une classe politique courageuse, une classe politique compétente. Et la majorité des candidats de ces législatives, il faut savoir le dire, c'est qu'ils constituent l'avenir de ce pays. Et c'est tout à leur honneur, et il faut qu'on les soutienne. Mais moi, Faisal, j'en veux pas aux candidats. Moi, j'en veux aux appareils politiques. C'est pas la même chose. Parce qu'il y a c'est les appareils politiques qui me dérangent, moi. C'est les appareils politiques qui n'ont pas fait leur travail. C'est les appareils politiques qui prennent des subventions tout au long de l'année et qui n'ont pas fait le job pour mobiliser les citoyens et les concitoyens à aller voter, à avoir l'envie de voter, à faire comprendre aux concitoyens, aux concitoyennes, comprendre aux concitoyens, aux concitoyennes qu'un bulletin dans une urne, c'est important. C'est un acte citoyen, c'est un acte de démocratie. C'est toi qui choisis tes représentants au niveau de l'Assemblée nationale. Et c'est ça, moi, qui m'embête. J'allais dire un gros mot. Excuse-moi. Moi, je constate une chose, que nous avons des partis sans adresse. Quand je dis partis sans adresse, je ne pense pas à la boîte postale, mais je dis au fait que ces partis-là font preuve de maladresse, ne s'adressent pas à la population. Les jeunes, comme tu le disais, Mahdi, savent pertinemment que ces candidats ou ces partis
n'existe que lorsqu'il y a des échéances électorales. Ils se rappellent c'est ces pas jeunes. normal. Bien sûr. Et aujourd'hui, les jeunes et les citoyens algériens ont compris une chose, que pour s'adresser, pour régler leurs problèmes, ils s'adressent au président de la République. On a vu comment à chaque fois qu'il y a un dossier ou un problème qui émerge... Pardon ? Excusez-moi de vous couper la parole. Priorité au direct, Kamal Mensari, je suis désolée. Ah d'accord, mais je reprendrai. On doit retourner du côté du cercle militaire de Beni Messous pour les célébrations donc, du 5 juillet, le 64e anniversaire de la fête de l'indépendance et du recouvrement de la souveraineté nationale. Mesdames et messieurs, je vous laisse admirer ces images.
السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، السيدات والسادة الحضور الكرام، جزائر اليوم هي جزائر الأمل، ليست مجرد شعار بل واقع نعيشه كل يوم، كيان حي نابض بالتاريخ غدت فيه الحرية عقيدة وإلهاما، وطن خط مجده بدماء أبنائه فأنصتت له العقول قبل العواطف. اليوم عندما ننصت إلى همسات المستقبل نسمع الجزائر تحدثنا بصوت واحد، صوت الانتصارات والأفراح، صوت الإرادة التي غلبت المستحيل. سلامي إليك يا وطني، سلامي إليك يا وطني، كل عام وأنتم بخير، كل عام وجزائرنا بألف خير. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، تحيا الجزائر. كان هذا إذن. Donc, mesdames et messieurs, c'était les images de la célébration du 64e anniversaire de la fête de l'indépendance et du recouvrement de la souveraineté nationale. Un magnifique feu d'artifice auquel on a donc tous assisté à travers nos écrans. Sur place était donc le président de la République, accompagné du chef d'état-major de l'armée nationale populaire, ainsi que d'autres membres du gouvernement. Un commentaire, messieurs, sur ces images que l'on vient de regarder à l'instant. Mehdi, peut-être. Écoutez, un magnifique feu d'artifice au cercle militaire de Binissos en la présence de M. le Président de la République, de tout le gouvernement, du chef d'état-major des armées. Quelque chose de beau, de triomphant comme l'Algérie, la belle et grande Algérie. Et puis voilà, et c'est quelque chose qui nous lie tous, cette journée du 5 juillet. Et 64 ans après, l'Algérie a le droit et le devoir de regarder son chemin avec énormément de fierté, de chemin parcouru. Donc voilà, c'est quelque chose qui est bien. Kamel, vous aviez la parole avant qu'on regarde ces images, justement. Donc allez-y, je vous la redonne. Oui, je considère que c'est un événement très important, mais ce qu'on a vu aujourd'hui, ce soir, sur ces images-là, reflète déjà ce qui s'est produit hier soir aussi à travers le territoire national, dans les places publiques. Il y a eu beaucoup de rassemblements d'Algériens dans toutes les communes. Il y a eu des spectacles, des chants célébrant cet événement important. Les Algériens qui recouvrent leur indépendance après 132 ans d'occupation et de spoliation. Ce n'est pas quelque chose de rien. Et bien sûr, et depuis 62 aujourd'hui, il y a eu énormément de réalisations et on voit aujourd'hui avec la mission, la journée marathon du président de la République, il a énormément inauguré des choses dans le cadre justement de ce recouvrement et de cette politique et cette gestuelle qui fait que l'Algérie reste aux yeux du président de la République le phare et le souci majeur. Et ce qu'il a réalisé aujourd'hui à travers son programme de journée était quelque chose de grandiose. Alors cette journée marathon justement du président de la République ainsi que son message à l'occasion du 5 juillet, mesdames et messieurs, on va en parler dans quelques instants, le temps de faire une petite pause et on revient. Hebdo Show Algérie se poursuit, mesdames et messieurs, toujours sur Al24 News. On continue notre émission dédiée en majorité au 5 juillet, aux célébrations du 5 juillet, 64e anniversaire de l'indépendance. Badis Nissa, le président de la République, a justement adressé un message à la nation dans lequel il a rendu un vibrant hommage aux martyrs de la Révolution, salué le parcours historique du peuple algérien et réaffirmé sa détermination à poursuivre la construction d'une Algérie souveraine, forte et surtout émergente. Effectivement, le président de la République, lors de cette déclaration, allie, je dirais, le passé, le présent et l'avenir. C'est très important. Il y a cette analogie incontournable aujourd'hui, qui plus est, qui a un écho beaucoup plus important par le fait de la conjoncture que nous vivons planétaire, par l'écosystème géopolitique et géostratégique dans lequel nous évoluons. Elle fait écho aussi parce qu'aujourd'hui, comme hier, à l'unisson, d'abord on l'a vu à travers ces célébrations qui sont au-delà du travail de mémoire, on va dire, ou de l'histoire, c'est aussi une lanterne, c'est aussi une boussole pour cette Algérie nouvelle, pour continuer sur ce chemin qui a été balisé par nos aïeux. Il fut un temps qui n'ont pas lésiné sur les moyens et qui ont été même au sacrifice ultime
pour que l'Algérie puisse aujourd'hui vivre indépendante, mais surtout qu'elle puisse croire en ses rêves, des rêves portés aujourd'hui par le président de la République dans sa vision stratégique. On pourra en parler. Effectivement, l'indépendance multidimensionnelle, à savoir cette indépendance territoriale, cette indépendance administrative, cette indépendance politique, à cela s'ajoutent d'autres indépendances au pluriel, qui sont l'indépendance économique, l'indépendance numérique, l'indépendance alimentaire, on pourra en parler par la suite, et c'est là où le président s'est inscrit. Donc il y a cette, je dirais, mixité, on va dire, entre des éléments du passé, mais qui doivent ne pas nous faire oublier qu'effectivement aujourd'hui, nous faisons face à d'autres challenges, à d'autres révolutions très importantes dans lesquelles le citoyen, et je reviens par exemple aux élections, puisque ces élections législatives sont censées faire émerger quoi? Une institution, donc institution constitutionnelle qui est la Chambre basse, le Parlement, comme d'autres institutions, ce qui fait la force et surtout la consolidation du front intérieur d'un État-nation fort. Il est important aussi de rappeler que le président de la République rappelle cet esprit de sacrifice ou cette culture de sacrifice qui est devenu finalement pour nous un guide, qui est devenu pour nous un état d'esprit. C'est une mentalité chez un Algérien que cette culture du sacrifice de nos aïeux exige de nous aujourd'hui. C'est ce que le président, en substance même d'une manière très claire avec des mots éloquents, a rappelé que nous devons mesurer cette responsabilité, nous devons mesurer le poids et le prix, le lourd tribut, 5,6 millions de martyrs. Donc ce n'est pas rien. Et par voie de conséquence d'ailleurs, nous devons être fiers aussi et la porter dignement que notre guerre d'indépendance, avec ce lourd tribut, est devenue même une référence planétaire, notamment pour en parler aux autres peuples. C'est pas un hasard qu'il fut un temps, l'Algérie a été la boussole et même la Mecque des révolutionnaires, mais aujourd'hui, elle est la Mecque, on va dire, de ceux qui veulent rêver, les panafricanistes, l'espace arabe, le Sud global. Et c'est ça, la force de cette Algérie aujourd'hui, qui a arraché au forceps son indépendance, mais qui aujourd'hui la consolide avec d'autres formes de souveraineté. Oui, un détail important dans ce message, c'est la première fois qu'officiellement le président de la République parle de 5,6 millions. Ce qui était autrefois inofficiel est devenu officiel, c'est-à-dire que ça va rentrer dans la rhétorique officielle algérienne, même s'il le dit dans des déclarations, dans ce message discours, c'est très important. Autre chose, c'est que dans ce discours, on voit, il lance pratiquement les grandes lignes de ce qu'est l'Algérie aujourd'hui. Il parle à la jeunesse en lui disant qu'il faut être fier de son passé et garder cette mémoire, qui est celle du combat et du prix, du lourd tribut qu'on a payé pour arriver à cette indépendance, qu'il faut la préserver aujourd'hui parce que la conjoncture l'exige. Autre chose, dans ce discours-là, on remarque que le président de la République, certes, parle des Moudjahidines, il leur rend hommage et tout, parce qu'il y a un autre combat qui se poursuit. Pas parce qu'il le fait intégralement juste pour dire que nous avons eu des Moudjahidines et des Chouana, mais que le combat pour la construction de l'Algérie, tel que tous les Algériens la souhaitent, doit continuer et est entre les bras de ces jeunes. Donc, il y a cette dimension d'abord historique, qui revient à chaque fois, le prix qu'on a payé, mais en même temps l'ambition de cette Algérie de devenir un État non seulement souverain et indépendant, mais fort par son passé, fort par son potentiel et fort par sa jeunesse. Et on retient également, messieurs, donc vous le disiez tout à l'heure, que le président de la République a eu une journée marathon aujourd'hui. Il s'est tout d'abord, Faisal, recueilli ce matin au sanctuaire des martyrs, à la mémoire des martyrs de la glorieuse guerre de libération nationale. Oui, le président, dans son message évoqué par Badis et Kamel, parlait de révolution exceptionnelle, parce que c'est vrai, la révolution entre 1954 et 1962 était exceptionnelle, comme l'étaient aussi les résistances populaires au début de l'occupation française. C'est pour ça que le président parle de plus de 5 millions de martyrs, parce qu'il y a eu des massacres et des razzias, etc. Effectivement, 600 000 quand même. Oui, mais c'est quand même... Il ne faut pas oublier le 600 000. 600 000, oui, 5,6 millions. C'est un chiffre très très important parce que bien sûr l'histoire française a toujours nié ces crimes et qu'à ce jour il n'y a eu pas de reconnaissance de ces crimes. C'est pour ça que le président insiste sur, comme le disait Kamel, sur la transmission aux générations. Ça veut dire qu'il faut écrire l'histoire, qu'il faut faire des films, il faut faire des documentaires, des émissions et continuer à le faire parce qu'il faut toujours raconter cette grande histoire de résistance qui est devenue, comme l'a souligné Badis, un exemple pour tous les Africains. Effectivement, journée importante parce que le président
a inauguré et posé la pierre de plusieurs projets. Je citerai l'un des plus importants projets, c'est le Centre national algérien des services numériques de Mohammedia. C'est un centre qui est unique en son genre dans le pays. Il va consolider la souveraineté numérique parce qu'en plus de la souveraineté alimentaire et la souveraineté technologique et la souveraineté hydrique, il y a aussi la souveraineté numérique qui est importante. Et l'Algérie plaide pour cette souveraineté en Afrique. Ce centre qui se trouve à Mohammedia donc, va héberger les données, toutes les données au niveau national et garantir la continuité de services numériques et l'interopérabilité entre tous les secteurs. Ce centre est composé en deux. Il y a un centre à Alger, un autre à Blida, et il a été conçu pour qu'il fonctionne d'une manière permanente et il a aussi de la résilience aux pannes techniques. Deuxième grand projet aussi, c'est le coup d'envoi d'une grande opération, l'opération de distribution de 179 000 unités de logement à travers le territoire national. Le président a donné le coup d'envoi de cette grande opération au niveau de la nouvelle ville de Sidi Abdallah, à l'ouest d'Alger. C'est une opération qui est attendue parce qu'il y a beaucoup de citoyens qui attendaient ce grand moment de cette distribution. Et le président a fait une déclaration pour souligner aussi cette importance et l'intérêt que donne l'État algérien au secteur de l'emploi. Et donc le président est allé aussi au pôle urbain du défunt Moujahid Ahmed Talib Ibrahimi au niveau de Rahmaniya, où c'est un pôle urbain très très important parce qu'il compte presque 10 000 logements réalisés dans le cadre de la formule location-vente AADN. Il y a beaucoup de dossiers qui sont posés aussi par les citoyens dans ce type de logement parce qu'il y a plusieurs types de logements. L'État algérien soutient plusieurs types de logements. Et pour le côté culturel, parce qu'il faut en parler aussi de la culture, c'est important. Oui. Le président, il a insisté d'ailleurs il y a un mois auprès du Conseil des ministres pour qu'on lui présente le projet d'une grande salle de spectacle au niveau de Bled Fayette. C'est juste à côté de l'opéra d'Alger, l'opéra Boualem Bessair. Ça sera l'une des plus grandes salles, si ce n'est la plus grande en Afrique. Très bel opéra. Oui, c'est une salle de 10 000 places avec plusieurs autres salles. C'est un véritable complexe culturel. Et le président a donné un délai de 2 ans pour que ce projet soit inauguré. Évidemment, il y a d'autres projets qui ont été inaugurés par le président. Merci Faisal. Et pour en revenir au Centre national algérien des services numériques qui a été inauguré par le président de la République, je vous propose d'écouter M. Abdelmajid Tebboune. التقدم والنمو الاقتصادي ما يكونش بلا رقمنة. يعني اليوم استطيع ان اقول بعد اذنكم ان الجزائر دخلت في الرقمنة رسميا. ما نطولش فيما يخص المزايا تاع الرقمنة. بالنسبة للمواطن تسهل له الحياة تاعو، يعني كثير من المعلومات تصبح بدون ورق وبين اتصال بينه وبين الإدارة تصبح بدون ورق. فيما يخص الرقابة الاقتصادية والرقابة الأمنية والرقابة هذه الأمور كذلك ما نطرق لهاش، ولكن هدف من الأهداف كذلك حماية الوطن، كذلك قطع الطريق لتصرفات سابقة في تزوير وفي إدلاب معلومات خاطئة إلى آخره. اليوم أعتقد أن نظام الرقابة بالنسبة للهوية تاع الشخص، بالنسبة للبطاقيات اللي ندمجوها في بعضها بعض، تخلي الدولة تخدم بكل راحة فيما يخص الرقابة نتاع سير الأموال وتبادل الأموال، وحتى بالنسبة لعلاقاتنا مع الخارج. أنا كنت قلتها هذه الرقمنة لازم كذلك تتبعها منظومة تاع إحصائيات دقيقة جدا. بلا إحصائيات كذلك ما نمشوش بعيد. إحصائيات اليوم لازم نعرف واش رانا نستهلك، واش رانا نرمي، واش راني نبدر، واش راني كذا، حتى التخطيط تاع الاستيراد وغير الاستيراد والإنتاج وكله يمشي بأرقام، ما يمشيش قال حسب كذا وحسب كذا، كل شيء يكون مرقما. Voilà, Kamal Mensari, cette infrastructure est inédite en Algérie, il faut insister là-dessus. Ah oui, effectivement, donc plus qu'a dit le président de la République, ce Centre national des services numériques, c'est quelque chose de révolutionnaire, monsieur, vraiment révolutionnaire.
Pourquoi? Pour la simple et unique raison que pour la première fois, nous sommes arrivés à un niveau d'adhésion au écosystème numérique d'un niveau global dans le monde. Il y en a 4, nous sommes au 3, c'est-à-dire le tier 3, ça veut dire quoi? Ça veut dire aujourd'hui, nous sommes un pays fiable en matière de numérique. Donc, nous sommes cette architecture il faudrait l'expliquer aux téléspectateurs, c'est le fait d'avoir un écosystème hautement sécurisé, ça implique quoi? Ça implique que lorsque vous avez deux centres, un à Blida et l'autre à Alger. Non, pas data center, c'est différent. C'est des centres numériques. Les data centers, nous avons 22 000 au niveau national. Probablement, ils vont augmenter jusqu'à 40 000. Donc, quand vous avez deux centres numériques interconnectés, donc il y a la redondance. Si l'un tombe en panne en raison d'un séisme ou d'une attaque d'une cyberattaque, l'autre réagit immédiatement en millisecondes. Donc, jamais où on tombera en panne en matière de connexion. Donc la connectivité est assurée. Ceci d'un côté. De l'autre, si demain nous allons vers cette généralisation au recours à ce centre, nous allons assurer quoi? Nous allons assurer le fait qu'aucun hébergement ne se fait à l'extérieur. Les entreprises nationales vont compter sur ce centre numérique pour rapatrier leurs serveurs et faire en sorte à ce que tous leurs serveurs sont en Algérie, même en termes de cloud. En même temps, donc, nous allons rapatrier nos serveurs, donc il y a un gain d'argent. Donc la fuite d'argent ou bien le fait d'acheter des espaces à l'étranger en cloud ou en serveur ou en hébergement, qu'il soit dédié ou pas, fait en sorte à ce que nous gagnions, il y a un gain en argent. Donc tout est devenu souverain. Nous maîtrisons notre technologie, tout se passe en Algérie. Les banques nationales qui avaient peur auparavant d'installer leurs données dans des data centers étrangers, même dans le cloud, maintenant ils vont le faire en Algérie et c'est ça l'importance. Et lorsque vous êtes certifié par l'Uptime, l'Institut Uptime, donc vous avez quoi? Ça veut dire que toutes vos données ont été auditées, ont été vérifiées. Et le fait que vous êtes au 3, le niveau 3, cela signifie que vous êtes fiable. C'est-à-dire que durant toute l'année, la tolérance de coupure deviendra 1,6 heures. 1,6 heures, c'est-à-dire 1 heure et 6 secondes, et 6 minutes, toute l'année. Donc vous ne verrez rien. Parce que si l'Internet se coupe à Blida, l'autre réagit immédiatement. C'est vrai que le numéro 1 au monde, ce sont les Américains. Le temps de coupure Internet global dans l'année, c'est 22. Mais il faut voir, c'est-à-dire l'impact économique de ce centre sur notamment les jeunes. Ils vont pouvoir aujourd'hui aller vers des investissements dans les startups ou dans le net sans aucun risque parce que leur écosystème est fiable et assuré. Toujours à l'occasion des célébrations du 5 juillet, donc le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, a également donc présidé, c'était hier samedi, la cérémonie annuelle de remise des grades et de médailles à un nombre d'officiers généraux et supérieurs et des personnels civils donc de l'armée nationale populaire. Faisal. Oui, c'est une cérémonie aussi qui se tient pratiquement la veille de la fête de l'indépendance et du recouvrement de la souveraineté nationale. Et donc le président a fait cette promotion des grades. Il a assisté donc en présence aussi du général d'armée Saïd Chengreha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale et le président de la République et chef aussi suprême des forces armées, également ministre de la Défense nationale. Le général Chengreha a rappelé que la date de l'indépendance et que la révolution du 1er novembre 1954 reste une source d'inspiration pour l'armée nationale populaire parce que elle continue le combat de l'armée de libération nationale, mais dans la protection des frontières, mais également de l'édification de l'État algérien sur le plan économique, sur tous les plans. Et d'ailleurs, dans le discours du général Saïd Chengreha, il a été rappelé la contribution, on en parlait la semaine passée, Nouhed, de l'industrie militaire, la contribution de l'armée nationale dans l'économie nationale à travers les unités qui font de l'industrie militaire et qui est en train de se développer année après année. Merci Faisal Matawi. Il y a également cette autre information dans une allocution prononcée donc toujours à cette occasion. Saïd Chengreha, donc le général d'armée Saïd Chengreha, a souligné que l'Algérie s'était imposée comme un partenaire international fiable, Faisal, un acteur de stabilité régionale et un pôle de rayonnement géopolitique, Vadis.
Écoutez, c'est une phrase qui, encore une fois, sonne vraie, dans le sens où un Sahel dégradé, une situation planétaire de sécurité fragilisée, mais surtout, ça sonne vrai dans la continuité justement de cet État-nation, à savoir l'Armée nationale populaire digne héritière de l'Armée de libération nationale, qu'aujourd'hui, cette puissance de stabilité régionale, continentale, mais surtout une référence en matière que ce soit de lutte antiterroriste et même d'exportation de paix, notamment à travers plusieurs outils. Ce n'est pas une puissance aventuriste, c'est une puissance réfléchie, structurée, dans une diplomatie également raisonnée. Et c'est un peu, j'ai envie de vous dire, un peu les dividendes de cette indépendance aujourd'hui, ce qui a fait l'Algérie, ce qui compose l'Algérie, à savoir sa colonne vertébrale. Et également, il ne faut pas oublier que nous sommes aussi dans un écosystème dans lequel il y a une multiplication d'acteurs d'instabilité, dans lequel nous avons besoin d'apporter ce type de message de prudence, de vigilance, mais surtout aussi de prévoyance pour être paré à toute éventualité, être surtout anticipé à toutes les mutations qui nous entourent à l'échelle directe ou même indirecte. Et on termine avec cette information qui concerne le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, qui a été chargé par le président de la République, M. Abdelmajid Tebboune, de se rendre à Cotonou dans le cadre d'une visite officielle en République du Bénin. Mahdi, vous vouliez intervenir. Écoutez, pendant que l'Algérie votait sa diplomatie, elle ne s'est pas arrêtée. Mandaté par le président de la République, le ministre d'État, Ahmed Attaf, s'est rendu en visite officielle à Cotonou. Il s'est entretenu avec son homologue béninoise, Corinne Amaury-Brunet. Plusieurs sujets ont été mis sur la table: énergie, agriculture, industrie pharmaceutique, formation. C'est une diplomatie de la coopération africaine, comme on l'a si bien dit autour de la table à plusieurs reprises, qui continue de tisser parfaitement le réseau d'alliance africaine de l'Algérie. Les deux parties ont également réaffirmé, d'après leur communiqué, je cite, leur volonté de concertation au sein de l'Union africaine avec l'agenda, la tenue prochaine d'une commission mixte algéro-béninoise et d'un premier conseil d'affaires bilatéral. Vive l'Afrique, et on continue sur cette lancée. Et l'Algérie toujours loin d'être isolée. Oh, toujours, croyez-moi. Un dernier commentaire peut-être, non? Oui, c'est de la continuité, comme disait Mahdi, parce qu'avec l'Afrique, vous savez que l'Algérie est l'un des axes majeurs de la politique extérieure de l'Algérie, c'est justement de consolider les relations. C'est pour ça qu'on est en train de relancer les commissions mixtes évoquées par Mahdi, mais également les conseils d'affaires. C'est le cas de ces dernières années avec plusieurs pays comme l'Angola, comme le Mozambique, comme l'Ouganda, comme le Rwanda. Et donc effectivement, ça consolide cette coopération interafricaine, cette relation interafricaine. L'Algérie en 2025 était pratiquement la capitale de l'Afrique à travers plusieurs événements liés au numérique, liés à l'IATF, au commerce, mais également à d'autres secteurs. Donc c'est un travail continu de la diplomatie algérienne en ce sens. Merci Faisal Metaoui, merci messieurs pour cette première partie. Une petite pub et puis on revient. Hebdo Algérie se poursuit, mesdames et messieurs, pour une émission donc en majorité consacrée au 5 juillet, aux célébrations du 5 juillet. Il est des dates qui traversent le temps sans jamais perdre leur éclat, des dates qui racontent le courage, le sacrifice et l'espérance d'un peuple. Eh bien, en Algérie, le 5 juillet n'est pas seulement une date inscrite sur le calendrier. Le 5 juillet, c'est une promesse tenue, la promesse d'un peuple qui a choisi de prendre les armes pour la dignité, pour la liberté, pour la souveraineté. Aujourd'hui, nous rendons, messieurs, hommage à celles et ceux qui ont donc donné leur vie pour que l'Algérie soit libre. Ils ont donné leur vie pour qu'aujourd'hui, on soit capable d'être autour de cette table, de faire cette émission, justement, pour leur rendre hommage et pour revenir justement sur la symbolique de cette date qu'est le 5 juillet. J'ai le plaisir d'accueillir autour de la table M. Hassan Arab, journaliste spécialiste en histoire. On ne vous présente plus, M. Hassan Arab. Merci d'être avec nous ce soir. C'est moi qui vous remercie. C'est un plaisir d'être parmi vous. Eh bien, le plaisir est partagé. Se joint également à nous depuis Oran, M. Hassan Remaoun, historien et sociologue. Bonsoir, M. Remaoun. Merci d'être avec nous ce soir. C'est toi, on te dit bonsoir. Bonsoir, je vous entends mal. On va régler ça, ne vous inquiétez pas monsieur, on va régler ça tout de suite, la régie va s'en occuper. En attendant, Hassan Arab, première question, 64 ans après l'indépendance de notre cher pays, l'Algérie, notre guerre de révolution, la soif de liberté du peuple algérien sont encore aujourd'hui une source d'inspiration pour les peuples opprimés.
Elle était, la révolution algérienne, elle était une source, et elle reste, elle demeure une source d'inspiration pour tous les peuples sous domination coloniale. La révolution algérienne a marqué les esprits, d'autant plus qu'elle s'est déroulée dans un contexte un petit peu particulier, celui de la guerre froide. Et les responsables de la guerre de libération nationale ont su se démarquer et placer cette révolution au-delà des deux blocs à l'époque. C'est pourquoi l'indépendance de l'Algérie, elle a été célébrée tout à la fois à Washington, à Pékin et à Moscou, dans un contexte de... Et c'est ça la prouesse, la première prouesse et la particularité de cette révolution algérienne, c'est d'avoir marqué les esprits et d'avoir pu capter un capital de sympathie au niveau donc des deux blocs et même dans certains pays connus pour légendaire neutralité. Je pense à la Suisse où il y avait des hommes et des femmes qui ont appuyé et qui ont apporté tout leur soutien à la guerre de libération nationale. Très bien. Je voulais demander à la régie si le problème technique avec M. Remaoun a été réglé. On dit que non, donc en attendant je reste avec. Il y a juste une petite chose, Nouhed. Moi, j'ai écrit un petit texte tout à l'heure et je voudrais bien... Allez-y, Mahdi, on vous écoute. Je voudrais bien le dire parce que c'est quelque chose qui nous touche tous, je pense, l'indépendance de notre pays. Il y a 64 ans, un peuple s'est levé. Il n'avait ni armes conventionnelles, ni richesse, ni reconnaissance internationale. Il avait une volonté d'acier, forgée dans le sacrifice, la clandestinité, le maquis. Cette volonté a fait plier un empire colonial, en l'occurrence la France. Le 5 juillet 62, l'Algérie est née une seconde fois, libre. Et depuis, elle n'a jamais cessé d'avancer, de terre brûlée, des aurès aux amphithéâtres de ses universités, des maquis de la libération au port qui la relie au monde, du drapeau planté sur les ruines de la colonisation au drapeau qui flotte aujourd'hui devant les Nations Unies, une jeunesse qui innove, une armée qui protège, une diplomatie qui pèse, une énergie qui alimente, une diaspora qui rayonne et des satellites qui veillent sur son ciel. 64 ans plus tard, l'Algérie n'a rien oublié et elle n'a jamais cessé de bâtir. Ce qui est important de savoir, c'est que nous sommes toutes et tous, nous avons tous dans nos familles des personnes qui ont combattu, qui sont morts pour qu'on ait cette indépendance. Nous avons toutes et tous des cousins, des tantes, des oncles, des pères, des mères qui ont combattu pour la liberté de ce pays, qui ont combattu pour qu'on ait ce fameux passeport vert avec lequel on est fier de voyager, qu'on a toutes et tous connu des personnes qui ont fait des sacrifices énormes pour l'indépendance de notre belle patrie. Et c'est important que 64 ans après, elle soit aussi fêtée, appréciée. Ce n'est pas le cas de tous les pays dans le monde. L'Algérie a quelque chose de plus que les autres, c'est que les larmes, le sang a coulé, les larmes ont coulé pour justement l'indépendance de notre beau et grand pays. Qu'on est encore des jaloux aujourd'hui, on a encore des gens où ça passe pas. L'extrême droite en fait partie, où pour eux, l'Algérie aurait dû rester française. L'Algérie maintenant est unie, grande, indivisible, sûre d'elle, libre, et ce n'est que le début. Voilà. L'Algérie, Mahdi, continue d'avancer. C'est vrai que le côté français, à ce jour, Hassan, vous pouvez me corriger, n'a toujours pas reconnu ces crimes coloniaux, plusieurs crimes. On parlait de disparition forcée, on parlait des archives qui n'ont pas été restituées, on parlait des sites nucléaires, des explosions nucléaires qui n'ont pas été remis, etc., etc. Ça veut dire que tout le dossier est là. Il ne s'agit pas bien sûr d'une rente mémorielle, il s'agit bien de demande d'un peuple qui a lutté pour son indépendance. Et c'est vrai que le terme utilisé, c'est recouvrement de la souveraineté nationale. Oui. Indépendance, c'est vrai que c'est l'indépendance, mais pour dire que l'Algérie a bel et bien existé, parce que quelqu'un nous a dit... Oui, est-ce que vous existiez avant notre entrée en Algérie? Quand ils sont entrés, ils ont trouvé des palais, ils ont trouvé des maisons, ils ont trouvé des richesses. Donc c'est vrai que c'est une lutte d'un peuple, c'est une révolution d'un peuple. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit un seul héros, le peuple, comme on voit à l'image, qui a célébré son indépendance. Et c'était de haute lutte, parce qu'il y a eu beaucoup de sang qui a coulé, il y a eu des tortures, il y a eu des massacres, il y a eu des razzias, il y a eu des pillages de biens culturels, entre autres, des archives, etc. Et donc c'est effectivement, les Algériens sont tout fiers de célébrer leur indépendance. Il y a surtout, juste en deux mots,
le 5 juillet représente quoi au juste? C'est-à-dire, c'est un aboutissement d'un combat, c'est un aboutissement d'une privation. C'est le pays, c'est les Algériens qui recouvrent leur nation. Ils la reconstruisent pas, il y a une rupture, et puis l'Algérie reprend sa place, elle se reconstruit, mais tout en existant. Donc ceux qui ont fait le 1er novembre, dans la déclaration, ceux qui ont dit au peuple algérien, vous qui êtes appelés à nous juger, se sont adressés aux Algériens pour dire deux choses. Parce qu'il y a eu double rupture. Dans la première rupture, avec le discours qu'il pouvait y avoir une intégration avec la France, ou qu'il pouvait y avoir une solution pacifique avec la France en restant sous l'occupation française, et le discours colonial, c'est-à-dire passé par les élections qui étaient tout le temps truquées, et c'était impossible pour les Algériens de continuer sur ce régime-là. Le 8 mai 1945 a démontré qu'il était impossible pour les Algériens de poursuivre quoi que ce soit avec cette France ou de compter sur son apathie ou sa complaisance pour pouvoir vivre. Donc la rupture était totale. Donc le 16 juillet a été l'aboutissement, mais ce n'était pas une fin en soi, c'était le début d'une reconstruction. En 1962, nous avions 7 ingénieurs. Nous ne pouvions même pas diriger une télévision, il fallait des bras algériens. La France a tout cassé, a tout brûlé. L'OAS est parti en détruisant tout. Donc il fallait tout redémarrer à zéro. Et à ce moment-là, les Algériens ont dit une chose. Nous n'avions 0 francs. À l'ancien, 0 dinar, il n'y avait rien du tout. Les caisses étaient vides. La France nous a promis 500 000 anciens francs qu'elle ne nous a jamais donné et qui étaient pourtant négociés pendant les accords d'Évian. Donc, ce qui veut dire que le 62, nous étions... L'Algérien disait quoi? Nous sommes prêts à manger de l'herbe, mais être libres. C'est ça. Quand vous entendez un citoyen dire ça, un Algérien dire ça, c'est l'importance pour lui d'être libre. Ce qu'il a subi pendant 132 ans est inimaginable, impardonnable et imprescriptible. Donc, on est parti reconstruire le pays avec 0, mais on l'a fait. On a commencé difficilement, mais on est arrivé petit à petit pour arriver à l'Algérie que vous avez dit tout à l'heure, pour pouvoir aujourd'hui parler entre nous librement, sinon ça n'aurait jamais été le cas. Mais il faut le dire encore et toujours, Kamel, et c'est pour ça que tu as raison dans ce que tu racontes, c'est que avec la gravité, je pense, que commande l'histoire aujourd'hui, c'est que le peuple algérien a accompli entre 54 et 62 ce qui n'a pas d'équivalent simple dans la décolonisation. C'est aussi simple que ça. Il faut savoir le dire. Ce que le peuple algérien a fait, sans armes, il faut le rappeler. On n'était pas armés, on n'avait pas de moyens techniques, on n'avait pas de moyens matériels. C'est juste exceptionnel. Et c'est pour ça que c'est un exemple dans le monde. C'est pour ça que la guerre de révolution algérienne est juste un exemple dans le monde et elle est citée partout. Il y a eu 8 années de guerre, des centaines, enfin des millions, 1,5 million de martyrs pendant ces 8 ans, une répression d'une violence extrême. Et pourtant, moi, j'ai jamais vu la population se briser et vouloir arrêter le combat. Et c'est ça qui est exceptionnel. Novembre 54 n'a pas été un mouvement isolé. Ça a été une révolution totale portée par le peuple entier. Il y a eu une communion du peuple, justement, pour cette révolution. Des maquis de l'intérieur jusqu'au relais diplomatique du gouvernement provisoire extérieur. Et ce qui est exceptionnel, c'est que cette guerre de libération est restée pour l'Algérie une sorte de, je sais pas, de socle fondateur pour l'Algérie d'aujourd'hui, pour notre identité nationale, et elle mérite. Moi, ce qui me fait mal au cœur, c'est qu'à mon goût, elle n'est pas assez racontée dans les détails, et elle n'est pas assez mise en valeur par rapport à la puissance de cette guerre, par rapport à l'histoire de cette guerre, par rapport à comment s'est fait cette guerre, parce qu'elle s'est faite uniquement par le peuple. Elle ne s'est pas faite par des milices extérieures, elle ne s'est pas faite par des pays extérieurs qui voulaient profiter de l'Algérie, elle ne s'est pas faite par des agents de pays extérieurs. Non, elle s'est faite par des Algériennes et des Algériens, et je précise bien Algériennes et Algériens, c'est-à-dire des femmes et des hommes algériens. Et c'est ce qui distingue, je pense, l'indépendance algérienne, c'est que jusqu'à aujourd'hui, elle n'a jamais cessé de résonner au-delà de ses frontières. Et elle est devenue, depuis 1962, pour tous les peuples qui ont voulu se décoloniser après, une sorte de miroir, d'exemple, de référence pour ça. Et voilà, et ça, c'est tout à leur honneur. Wallah yarham shuhada. Hassan Arabe, je reviens vers vous. On a évoqué justement la guerre de libération nationale, on évoque également le 5 juillet. Tout ça, c'est profondément finalement ancré dans la mémoire nationale de tout un chacun. Mais qu'est-ce que ça représente aujourd'hui pour les nouvelles générations ?
Ça représente tout d'abord les valeurs de novembre, comme l'a si bien dit Mehdi. Donc c'est des valeurs ancrées dans les mémoires d'un peuple qui a su se soulever donc à partir de 1954, mais aussi dans toute la génération de novembre qui a su capitaliser également toutes les luttes du 19e siècle. Il ne faut pas oublier que le peuple algérien a résisté tout au long des 132 années de la colonisation et a su capitaliser également les luttes politiques du 20e siècle, c'est-à-dire entre 1900 jusqu'à 1954, où tous les courants algériens avaient lutté chacun à sa manière, mais pour le même et le seul objectif, à savoir l'indépendance nationale. Donc, au lendemain de l'indépendance, l'Algérie n'a pas baissé les bras parce qu'elle va se mettre aux côtés de tous les peuples opprimés. Tout d'abord en Afrique, notamment en Angola, les deux Rhodésie, mais aussi le Cap-Vert et la Guinée-Bissau. Almiral Cabral, qui était à Alger, à Hussein-D, donc où il avait rencontré Suarez, donc l'un des opposants du régime Salazar. Donc, et c'est là qu'il a scellé peut-être un pacte entre les opposants portugais au régime donc dictatorial de Salazar et la lutte de libération des peuples capverdiens et guinéens. Et on pense également à la construction d'un nouvel ordre mondial qui a été exprimé par Houari Boumediene, qui a su capitaliser également les valeurs de la lutte de libération nationale. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, c'est une révolution au-delà des deux blocs. Donc le non-alignement n'était pas un simple slogan, mais plutôt une philosophie, une stratégie politique qui a été adoptée par l'Algérie à partir de 1962. Merci Hassan Arab. Badis, peut-être un commentaire sur ce que vient de dire M. Arab. Je pense que ça a été dit, c'est une guerre d'indépendance d'abord vitale, puisque effectivement, comme ça disait Kamal, c'est qu'à un moment donné, c'est l'unité d'un peuple qui voulait s'affranchir du diktat, notamment de la colonisation et ses affres. Oublions de dire parfois que c'est un génocide. C'est au-delà de ce projet colonial qui avait toutes ses composantes morbides, génocidaires, c'est tout bonnement vouloir exterminer une identité, supprimer une géographie. Puisqu'on peut parler des écocides, on peut parler des explosions nucléaires et autres, dont nous vivons à ce jour. C'est-à-dire qu'il y a des conséquences intemporelle, malheureusement. Moi, j'aimerais juste peut-être m'attarder sur une chose. Effectivement, on a évoqué les 132 ans de ces affres coloniaux, mais c'est étrange comment l'histoire se répète. Tout à l'heure, Mehdi a évoqué l'extrême droite. Tu me tends la perche, Mehdi, parce que j'ai fait une analogie entre le passé et le présent. Il y a tout est parti, et je parle sous votre contrôle en tant qu'historien, de cette anecdote morbide, malheureusement, sous l'ère de Charles X. Charles X était impopulaire en France. Charles X était vomi, rejeté par sa population. Donc ses conseillers lui ont conseillé d'avoir cette instrumentalisation de l'Algérie pour parler de conquête à l'époque, d'opérations ciblées. Et puis vient la découverte de la potentialité de l'Algérie, mais surtout aussi d'un peuple pacifique, d'un peuple intellectuel, je rappelle. Il était beaucoup plus intellectuel, en tout cas, le taux d'intellectualité en France, en tout cas d'alphabétisation, était beaucoup plus important qu'en France. Donc, ils ont vu en cela une opportunité, sachant que l'Empire, à l'époque, était dans une espèce de déliquescence caractérisée, potentialité économique, potentialité de richesse. Donc, vous voyez, tout est parti d'une instrumentalisation politique de l'Algérie, et malheureusement qui s'est inscrite dans le temps 132 ans plus tard. Et c'est là, où, effectivement, la révolution, qui est finalement un signal fort, mais surtout aussi un message universel pour les autres peuples, qui consiste à dire que, peu importe un peuple opprimé sous domination militaire, rappelons-le, la France était l'une des puissances militaires de l'époque, mais à force
de conviction, à force d'audace, à force d'unité, de cohésion, celle que nous avons aujourd'hui qui fait notre force et pour laquelle nous sommes même jalousés, et surtout ce cap qui a été donné, à savoir aller vers le sacrifice ultime pour que nos descendants, les enfants, plus tard, puissent ne serait-ce qu'avoir ce débat libre et indépendant. Donc oui, c'est important, Nouhed, et je pense qu'aujourd'hui, cette responsabilité est d'autant plus lourde quand on sait qu'avec l'histoire, avec les historiens, avec ce travail de fond, nous déplorons plus de 5 600 000 martyrs, ce n'est pas rien. Je ne veux pas hiérarchiser ou catégoriser les conséquences du colonialisme aveugle, notamment à travers le monde, mais on peut dire modestement que c'est un chiffre éloquent et surtout important, si ce n'est pour ne pas dire le plus significatif en matière de conséquences du colonialisme. C'est pourquoi, c'est pas un hasard que l'Algérie est devenue une référence en matière de lutte anticolonialiste, de lutte des peuples pour justement leur indépendance et peu importe le prix. On accueille entre-temps M. Mehdi Belabas, co-président de l'association Devoir de mémoire. Monsieur Belabas, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci d'être avec nous ce soir. Alors, la question que j'aurais à vous poser, c'est quel défi reste-t-il à relever aujourd'hui dans le travail de mémoire et de préservation des acquis historiques de la guerre d'indépendance ? Je pense que pour les militants de la question mémorielle, qui sont aujourd'hui notamment présents en France et à travers le monde, c'est de faire vivre cette mémoire et d'aller explorer les zones qui sont encore inconnues, méconnues du grand public, qui sont parfois connues que d'une poignée d'historiens. Et donc on a ce travail-là à faire, d'aller rechercher des archives, des témoignages, et de faire vivre cette mémoire-là par cette recherche-là historique et mémorielle. Et puis c'est aussi en étant présent dans des temps de transmission, les commémorations, mais aussi des conférences, des initiatives collectives avec le milieu associatif, des intellectuels, des artistes, pour continuer à faire vivre cette mémoire-là. Je pense que ça, c'est le travail le plus important. Très bien. Hassan Arab, vous rejoignez ce que vient de dire M. Belabas ? Mais pas que. Pas que. Mais pas que. Mehdi tout à l'heure a souligné le fait que il est nécessaire aujourd'hui de revenir sur cette lutte des Algériens dans le détail et de dire les choses, de suivre les choses pas à pas, de 1830, écrire l'histoire de 1830 jusqu'à 1962. Et dire, par exemple, qu'en 1830, il y avait une armée de truands. C'était une armée de truands qui a débarqué donc, à Sidi Fredj. C'était 36 000 hommes qui ont été mobilisés en 1830. Envoyés par Charles X. Charles X, pour justement sortir de la crise économique, politique, sociale. 36 000 colons 36 000 hommes. Non, les historiens parlent de 170, 600 frégates, 60 bateaux commerciaux, 600 frégates de guerre. Donc ça, c'est qui a été mobilisé pour envahir l'Algérie. Vous parlez de 36 000 hommes. 36 000 hommes. Mais attention, 36 000 hommes, c'était l'équivalent des habitants. La ville d'Alger avait le nombre d'habitants de la ville d'Alger à l'époque, c'était 36 000 habitants, c'est-à-dire 36 000 habitants, les femmes, les hommes, les vieux, les vieilles, etc. Et la France mobilise 36 000 hommes parce que le DEI va mobiliser 1 000 hommes pour faire face à cette armada. Donc, c'est très important. C'est très important, bien sûr. Et elle commence, ce que les historiens n'ont jamais dit, c'est que à Stawali, c'est-à-dire avant même le 5 juillet, c'est-à-dire avant le départ de Dey Hussein, il y avait un premier massacre. 10 000 Algériens ont été massacrés au niveau du plateau de Stawali. Et puis, les exactions. Quand on parle d'une armée de truands, c'est parce qu'ils vont lancer une razzia dans la ville d'Alger. Al-Harrach, notamment. Al-Harrach. Mais à Alger, vous savez qu'on découpait les mains des Algériennes, et notamment des Algériens, et revendait à Beb Azoun des objets, même les oreilles, c'est-à-dire des boucles d'oreilles encore dans les oreilles des femmes, notamment les femmes de l'Aoufia. Pour vous dire un petit peu.
Et elle commence, donc c'est une armée de truands et qui va sortir comme une armée de putschistes. Pour vous dire un petit peu, c'est une longue parenthèse, mais c'est la même armée. C'est cette armée-là qui va créer l'OS, c'est pourquoi on parle d'une armée de l'OS. Il y avait le même état d'esprit des militaires qui vont occuper et qui vont commettre toutes sortes d'exactions en Algérie durant les 132 années d'occupation. Il y a eu la Mauricière, il y a eu Clausel, il y a eu Messonnier, il y a tous ces généraux tueurs, assassins qui ont commis des massacres à Al-Harrach, notamment les enfumades de Dahra aussi. Parce que c'est des gens qui sont restés des gens d'ombre de l'histoire. Et on parlait de Blida, de la nécessité d'écrire l'histoire, comme le disait Mahdi tout à l'heure, la nécessité de transmettre aux générations futures ce qui s'est passé durant cette période. Il y a un livre à lire qui raconte exactement ce qui s'est produit en 1830. Il y a un médecin français de l'armée française qui s'appelle Emmanuel Pontefond. Il a écrit son livre. Il a passé les 12 années de l'occupation. Donc il raconte exactement. Il dit ce que l'Algérie était en 1830. Le nombre de navires qui sont venus, le nombre de soldats. Donc il répertorie tout. C'est vrai qu'il a une posture raciste, mais quand même, il y a des chiffres qui sont très intéressants à explorer. Ceci dit, quand il parle d'Alger à cette époque-là, il dit qu'Alger était une très belle ville, qu'il y avait de beaux villas, de belles maisons. C'est-à-dire que ça contredit ce que disent la rhétorique raciste en France, qu'Alger était vraiment un nid de barbares. C'est faux. Ou de coupeurs de tête. En plus de ça, il y a les consignes du consul américain qui était ici en Algérie et qui répertoriait, parce que les Américains répertoriaient les entrées des bateaux. Les premiers bagnards qui sont entrés, au nombre de 300, les premiers colons étaient des bagnards. Arrivés à 37 000 en 1833, que des truands, c'est vrai, mais ramenés de France parce que personne ne voulait. Et je reviens à ce qu'a dit tout à l'heure Badis à propos de Charles X. L'invasion de l'Algérie ne l'a pas sauvé. Un mois plus tard, il a été destitué. Merci Kamal Mansari. On retourne vers Monsieur Mehdi Belabas. Malheureusement, Monsieur Hassan Remaoun a dû nous quitter en raison donc de son problème de connexion. On aura bien évidemment l'occasion de le rappeler pour d'autres émissions. Alors, Mehdi Belabas, est-il aujourd'hui important de créer un environnement permettant une meilleure transmission de la mémoire des luttes pour l'indépendance ? Je pense que c'est essentiel. Et c'est essentiel des deux côtés de la Méditerranée. Oui. On a, ça a été dit par vos intervenants sur le plateau, des visions de l'histoire qui sont pas les mêmes du côté de la France en tous les cas, avec effectivement un récit historique et national qui est déformé et qui occulte les exactions et tous les crimes de la période coloniale. Parce que vous invitez, on parlait de beaucoup de choses, mais la conquête de l'Algérie, c'est une conquête avec des visées politiques, effectivement, pour redorer le blason de la royauté française qui est en crise. C'est aussi une conquête économique, parce que le pillage d'Alger a duré plusieurs jours, et le trésor qui a été pillé à Alger, et après dans tout le reste de l'Algérie, a largement contribué à l'essor économique de la France au XIXe siècle et a financé une partie de la révolution industrielle française. Et donc, c'est aussi un sujet qui est important à évoquer, parce que ça a été une motivation extrêmement forte du côté des autorités françaises, du capital français, du côté des grandes entreprises françaises. Toute cette manne financière qui venait de cette conquête-là, du pillage, du butin, a permis de financer les institutions françaises très largement. Cet environnement qu'il faut créer, c'est un environnement de dialogue et un environnement de recherche et d'enseignement. Aujourd'hui, malheureusement, ça a été dit aussi, on n'enseigne pas suffisamment ce qui a été pas seulement la guerre d'Algérie, la guerre d'indépendance, la révolution algérienne de 54 à 62. On n'enseigne pas assez
la conquête de l'Algérie dans son ensemble. Oui. On n'enseigne pas ce qu'a été la révolte de Mokrani en 1871, on n'enseigne pas ce qu'ont été les massacres de Sétif et Galarma en 1945, on n'enseigne pas la façon dont ce qu'on appelait les indigènes ont été utilisés comme main-d'œuvre ici pour nous en France, mais aussi en Algérie dans les exploitations agricoles, etc. On n'enseigne pas tout un tas de côtés, d'aspects de la colonisation qui a duré 132 ans. On n'enseigne que quelques éléments. Voilà, et notamment la guerre d'indépendance, qui est un moment charnière, qui est un moment fondamental, mais derrière, il s'est passé beaucoup de choses. Et je pense qu'on gagnerait à enseigner davantage aussi la résistance de l'émir Abdelkader. On gagnerait à étudier beaucoup d'aspects de ce type-là. Et du côté des associatifs, et j'en parle aujourd'hui parce que ça m'a été transmis, mais on a un rôle important aussi. Vous voyez, là, j'ai ici un drapeau du FLN, drapeau algérien de la nation, qui a été pris au combat en 1957, en mai 1957, du côté de Mostaganem. Et donc, il était mis aux enchères, voilà, en France. Et donc, des militants de l'association l'ont racheté. Parce que ça appartient, c'est notre patrimoine. Et ça fait partie aussi de cet environnement qu'il faut créer. Alors, il y a des combats mémoriels qui sont importants en France, qui sont aujourd'hui portés par des élus, par des associations. Mais voilà, il y a tout ce travail-là qu'il faut faire pour valoriser, faire connaître cette histoire-là, récupérer notre patrimoine qui a été volé, confisqué, et aussi dialoguer, mais dialoguer de façon respectueuse et sincère aussi. Oui. Avec ceux qui ont été hier nos colonisateurs, nos adversaires. Il faut discuter sincèrement. Justement, voilà. Mehdi Belabas, pourquoi est-ce que la mémoire algérienne crée-t-elle aujourd'hui autant de fractures ? Parce que malheureusement, pour une partie de la classe politique française, à droite et à l'extrême droite, ça a été évoqué tout à l'heure, la guerre d'Algérie n'est pas digérée. L'indépendance de l'Algérie n'a pas été acceptée en tant que telle. Et ils estiment avoir été trahis, d'ailleurs, par le général de Gaulle et par une partie de l'armée française, lorsqu'ils ont accordé, je le dis entre guillemets, l'indépendance. Ils n'ont pas compris que c'était un mouvement irrémédiable, une conquête du peuple algérien pour lui-même, pour son indépendance, pour ses droits, et ils n'ont pas accepté ça. Et aujourd'hui, malheureusement, on retrouve une partie de ces nostalgériques, on les appelle comme ça, nous, du côté du sud de la France, où ils sont très nombreux, du côté de Perpignan, du côté de Béziers. Ils sont aujourd'hui aux commandes de grandes villes, ils sont dans un mouvement politique qui est aux portes du pouvoir en France, et donc ils jouent sur cette fibre-là, de la nostalgie de l'Empire. C'est la nostalgie, c'est pas seulement que l'Algérie, hein. C'est globalement la nostalgie de l'Empire français, ce qui était l'Empire français avec l'ensemble de ses colonies. Et l'Algérie était la perle des colonies, c'était l'emblème des colonies. C'était 3 départements français, et donc à ce titre-là, elle a un rôle particulier. Et c'est aussi pour ça que la douleur est aussi vive aussi pour ces gens-là, pour ces nostalgiques, parce que cette indépendance, elle a été arrachée de haute lutte. Elle n'a pas été donnée comme à certains autres territoires colonisés. Elle a été arrachée de haute lutte par ces chouhada. Et donc, aujourd'hui, c'est un enjeu important en France, d'autant plus qu'il y a une importante communauté algérienne et franco-algérienne en France, qui aujourd'hui est installée économiquement, socialement, politiquement, et qui dit non, cette histoire-là, elle est plus complexe que ce que vous voulez vous dire. La France était du mauvais côté de l'histoire, vous devez l'accepter, vous devez le reconnaître. Et à ce titre-là, ça engage forcément des crispations et des combats politiques qui ne sont pas terminés. Malheureusement, je pense qu'il y a un travail encore très important à faire ici. Merci Mehdi Belabas, merci d'avoir été avec nous ce soir et d'avoir répondu à nos questions. Mehdi. Je rappelle que vous êtes coprésident de l'association Devoir de mémoire. Merci encore. Merci beaucoup. Merci. Hassan Arabe, on va bientôt aller en pub. Peut-être un dernier mot par rapport à cette commémoration, à cette célébration. Il faut toujours être fidèle au serment des Chouhada. Je dis gloire éternelle à tous les martyrs de la guerre de libération nationale. Merci Hassan Arabe d'avoir été avec nous également. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, on poursuit notre émission dans quelques instants. Restez avec nous.
On reprend, mesdames et messieurs, Hebdo Show Algérie avec notre bel emblème national. Donc, vous voyez derrière moi, Mehdi et Badis sont parés également. De la plus belle des tenues. Et on a cet élève au milieu. Voilà, alors on enchaîne. Ça n'a pas de chance d'avoir le drapeau. Ah. Non, on a le drapeau dans le cœur. Vous n'avez pas voté. On l'a dans le cœur et dans le sang. Évidemment. On n'exhibe pas simplement, on l'a dans le cœur. On va vous ramener des drapeaux, monsieur, vous inquiétez pas, ça arrive. C'est en route, c'est en route. Alors le 5 juillet, messieurs, marque donc la naissance d'une Algérie libre et souveraine, mais au lendemain de l'indépendance, le pays a fait face à un immense défi, la construction totale d'une véritable économie nationale durant plusieurs années, plusieurs décennies, mesdames et messieurs. L'Algérie va investir dans tous les domaines pour poser les bases de son développement. On va en parler justement avec Nazim Sini, qui vient de nous rejoindre depuis Marseille. Nazim Sini, enseignant agrégé en économie, spécialiste des questions internationales. Nazim Sini, bonsoir. Bonsoir Nouad et bonsoir à toute l'équipe sur le plateau que je salue chaleureusement. Et permettez-moi de souhaiter une... Bonsoir à tout le monde et surtout permettez-moi de souhaiter une très bonne fête de l'indépendance à l'ensemble des Algériens et des Algériennes, qu'ils soient sur le territoire national ou à l'étranger. Très bonne fête à vous également, Nazim Sini. Alors si vous deviez résumer, Nazim, en une seule phrase, le chemin parcouru de l'Algérie de 1962 à celle d'aujourd'hui, quel serait votre regard ? Écoutez, je dirais en un seul mot, résilience. Résilience, vision également, parce que comme vous l'avez dit précédemment, suite à l'indépendance de notre pays, il a fallu tout reconstruire. Nous avions une économie qui était laminée, suite à 132 ans de colonisation. Nous avions aussi l'ensemble du peuple algérien qui était avec un taux d'alphabétisation extrêmement bas. Donc vous imaginez l'immense défi qui s'est présenté à notre pays au sortir de l'indépendance. Et donc ce qui est très important, c'est tout le chemin qui a été parcouru. D'abord avec une vision qui a été posée à l'époque dans les années 60-70 avec notamment la production de la terre, cette révolution agricole, la fameuse révolution agraire, et puis après l'industrie industrialisante, puisque à l'époque également il fallait investir massivement dans l'industrie lourde, la métallurgie, la sidérurgie, etc. Et puis un phénomène marquant aussi à l'époque qui était la nationalisation de nos hydrocarbures, qui était là aussi, on a posé une pierre dans cet édifice de souveraineté qui était la reconquête de nos hydrocarbures et la richesse de notre sous-sol. Et puis après, le chemin qui a été parcouru par l'Algérie, on le voit, il y a eu plusieurs passages, notamment un passage vers une économie du tertiaire, une économie de la connaissance que nous sommes en train de bâtir actuellement, et puis un retour aux sources avec un investissement massif dans les infrastructures de base que sont les barrages, les rocades, la modernisation de nos ports, de nos aéroports, mais également du chemin de fer qui va permettre d'interconnecter l'ensemble de nos zones industrielles, mais également de nos bassins miniers qui, rappelons-le, aujourd'hui fait partie des priorités de notre pays pour un tant soit peu justement sortir de tout hydrocarbure et sortir de notre dépendance justement au pétrole et au gaz. Donc c'est pour vous dire que aujourd'hui, ce qui est très important à noter, c'est que nous sommes en train de bâtir un modèle économique qui soit diversifié, qui soit inclusif et qui puisse permettre également l'essor de nos régions, de nos territoires à l'intérieur du pays et même un peu plus au-delà. Selon vous, les plus grands acquis de l'indépendance qui permettent aujourd'hui à l'Algérie de concrétiser son ambition, de devenir un pays émergent à horizon, je vais vous donner l'année que vous aimez, Nazim Sini, à horizon 2030. Écoutez, pour moi, il y a deux socles majeurs et deux défis majeurs qui ont été relevés par notre pays. Deux acquis, comme vous l'avez dit précédemment. D'abord, le capital humain. L'Algérie a formé et continue de former un capital humain extraordinaire. Que ça soit des ingénieurs, que ça soit des cadres, que ça soit des corps intermédiaires, que ça soit des médecins, etc. Donc aujourd'hui, nous avons un IDH, un indice de développement humain, qui est parmi les plus élevés d'Afrique, et notamment le premier au Maghreb et en Afrique du Nord. Également aussi le fait que nous sommes souverains en matière d'exploitation de nos hydrocarbures, que ce soit notamment dans le domaine de l'exploration, de l'exploitation, mais également de l'exportation. Et puis je pense, vous savez, même si nous avons énormément de détracteurs qui justement parlent des hydrocarbures, moi j'estime que l'ADN de l'Algérie doit rester dans le domaine énergétique. Et vous savez, les récents bouleversements géopolitiques nous rappellent à quel point il est très important de maintenir ces investissements dans les hydrocarbures, parce que c'est ce qui permet
à notre pays de garder son indépendance et surtout de pouvoir financer d'autres projets, notamment grâce aux recettes des hydrocarbures. Ce qui s'est passé au détroit d'Ormuz rappelle à quel point les pays qui sont importateurs nets de pétrole et de gaz sont extrêmement vulnérables. Ce qui n'est pas le cas dans notre pays qui a su justement encaisser ce choc exogène. Et un autre élément aussi qui pour moi est très important, c'est que dorénavant notre pays produit de la connaissance, investit dans les nouvelles technologies, à travers les startups, à travers les investissements dans les data centers, mais également avec une école dédiée à l'intelligence artificielle qui, cette année, ça ne vous a pas échappé, a sorti sa première promotion. Ça aussi, c'est une première sur le continent africain. Donc tout cela va nous permettre justement d'élaborer un plan d'action pour espérer d'ici 2030 avoir un pays qui va rentrer dans les grandes nations émergentes et puis pourquoi pas être la première économie d'Afrique et rentrer dans le top 50 des économies mondiales. Dernière question, Nazim. La femme algérienne a aussi joué un rôle important dans la lutte pour l'indépendance de l'Algérie. Aujourd'hui, elle est très présente dans des secteurs clés. Je pense à la santé, je pense encore à l'éducation, qui sont donc, je le disais, des secteurs clés. Les femmes sont majoritaires. Les femmes s'imposent aujourd'hui comme un acteur à part entière dans le développement de l'Algérie. Un point d'ailleurs sur lequel le président de la République a souvent insisté. Vous savez, une économie ne peut pas reposer sur une jambe, elle a besoin de ses deux jambes. Et la deuxième jambe, c'est évidemment la femme. Vous savez, nous avons des femmes entrepreneurs, nous avons des femmes cadres, nous avons des femmes ministres, des femmes députées, des femmes PDG également qui occupent de très grandes fonctions au sein de l'appareil d'État. Mais aussi aujourd'hui, la femme occupe pleinement sa place dans l'économie. Vous l'avez dit, dans certains secteurs d'activité, je pense à l'éducation, je pense à la santé, mais également dans le secteur des assurances, des banques, on voit de plus en plus de femmes et elles seront amenées à jouer un rôle prépondérant et majeur dans notre économie. C'est pour ça que, et puis vous savez, si vous regardez certaines filières universitaires, vous avez une majorité de femmes. Et d'ailleurs, c'est un fait. Aujourd'hui, les femmes font plus d'études supérieures que les hommes. Donc, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, elles doivent évidemment être incluses dans un projet de société, incluses dans un projet de développement économique. Et puis même, je pense qu'elles ont un rôle central et stratégique pour l'avenir du pays. Merci Nazim Sini d'avoir été avec nous ce soir. Je vous en prie, merci à vous et excellente soirée. À bientôt, j'espère que la prochaine fois vous serez avec nous autour de la table. Merci encore Nazim. Alors la révolution et l'indépendance algérienne, messieurs, ont eu un écho bien au-delà de nos frontières. On le sait, cette aura persiste toujours 64 ans après l'indépendance. Elle inspire les peuples épris de liberté, nous le disions tout à l'heure avec nos invités. Et on aimerait ce soir également mettre en lumière l'héritage toujours vivace de cette indépendance algérienne en France. Et on a justement contacté... pour ce faire, Madame Fatiha Aznag, enseignante en anglais, fille de Moudjahida. Madame Aznag, bonsoir, merci d'être avec nous ce soir. Alors, en tant que fille de Moudjahida, que représente pour vous la date du 5 juillet ? Oula, elle représente énormément. Elle représente énormément. En effet, en tant que fille de Moudjahida, comme vous dites, ça représente énormément de sacrifices pour nos combattants. Qui pendant 8 ans ont tenté de tout simplement de sortir les ennemis du pays. Donc pour un idéal, comme disait Frantz Fanon, un idéal de justice et de vérité. Merci Madame Aznag, merci d'avoir été avec nous. On a contacté une autre Algérienne qui se trouve également en France. Messieurs, il s'agit de l'avocate au barreau de Paris, Madame Mounia Abanou. Madame Mounia Abanou, bonsoir. Pensez-vous aujourd'hui que le lien avec la patrie peut se renforcer à travers les commémorations nationales ? Oui, tout à fait. Pour moi, les commémorations, c'est pas seulement un regard vers le passé, ça permet avant tout de transmettre une mémoire, de rappeler le prix de la liberté et de rendre hommage à celles et ceux qui se sont battus et qui ont construit notre indépendance. Pour les Algériens de la diaspora notamment, je pense que c'est un moment qui permet de se reconnecter, même si on est Algérien au quotidien en soi, mais ça permet de se reconnecter davantage à ses racines, à son histoire et à son identité. Et surtout, ça nous rappelle que même loin de notre terre, on fait partie d'une histoire commune. Alors le patriotisme peut-il s'exprimer avec la même intensité lorsqu'on vit loin de son pays ? Je le crois sincèrement et pour moi en fait le patriotisme ça se mesure pas en kilomètres. Par exemple récemment je trouve que les images ont été assez parlantes pendant la Coupe du Monde. On a pu le voir, la diaspora algérienne qui
présente aux États-Unis s'est déplacée jusqu'à Lawrence, dans le Kansas, pour soutenir l'équipe nationale, mais il y a aussi des Algériens du monde entier qui sont venus soutenir leur équipe nationale. Donc vraiment, pour moi, les kilomètres ne sont qu'un chiffre et ne permettent pas de mesurer le patriotisme. Je pense même que ça le renforce, en fait. Ça renforce le besoin de préserver notre identité et aussi de le transmettre à notre entourage et aux générations suivantes, selon moi. Merci beaucoup, Madame Mouniar Abanou, d'avoir répondu à nos questions ce soir. Alors, mesdames et messieurs, Naliman Zekar nous a rejoint autour de la table un peu plus tôt ce soir. Naliman, bonsoir. Rebonsoir, Noured, bonsoir à tous. Rebonsoir. Alors, Naliman, Hebdo Show innove chaque semaine et pour ce numéro, on vous fait participer, mais aussi avec vous, nos chers téléspectateurs. Oui, il y a Bétis qui me signifie que je lui ai piqué son drapeau. Non, Désolée. du tout, avec plaisir. Sorry, not sorry. C'est mieux que c'était là. Comme vous le savez, Hebdo Show, c'est nous, mais c'est surtout vous, mesdames et messieurs, qui nous êtes fidèles. Et puis vous savez à quel point on aime vous faire bosser et surtout on aime vous faire participer avec nous il y a quelques jours. Donc pour cette édition spéciale commémoration du 64e anniversaire de notre indépendance, on a voulu donner la parole aux Algériens qui, j'estime, écrivent aujourd'hui l'histoire moderne de notre pays. On vous a demandé donc de compléter cette phrase « Moi, pour l'Algérie, je m'engage à », avec pour seul mot d'ordre, pas de script, pas de scénario, pas de mise en scène, juste une caméra de téléphone et vos mots crus. Et votre retour, permettez-moi de le dire, a été vraiment incroyable. Honnêtement, on ne s'attendait pas à recevoir autant de vidéos de différents profils, des étudiants, des mères de famille, des jeunes de la diaspora, des avocats, des journalistes, chacun avec sa promesse, avec sa manière à lui de dire « je fais partie de ce pays et ce pays peut compter sur moi ». On en a sélectionné une dizaine, je pense les meilleurs à peu près, on regarde. Moi, petite fille de Moudjahid, pour l'Algérie. Moi, 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 pour l'Algérie. Serment, édition spéciale Al 24 News. Bonsoir, Abdelmalek Belhouchat, Alger. Eh bien, pour l'Algérie, je m'engage à respecter la mémoire des martyrs, à la préserver, mais aussi à la partager. Pour l'Algérie également, je m'engage à poursuivre le projet de ceux qui se sont sacrifiés pour cette terre, c'est-à-dire bâtir une Algérie nouvelle, innovatrice, une Algérie respectée de tous, une Algérie forte et unie. Merci. Moi, pour l'Algérie, je fais le serment de ne jamais oublier que notre liberté porte l'empreinte du sacrifice de nos héros. Je veillerai à honorer la mémoire de nos chouhada, à préserver la dignité de notre peuple et à faire entendre partout dans le monde la voix et les aspirations de nos frères et sœurs algériens. Je m'engage à transmettre à nos enfants l'amour de cette terre, le respect de notre drapeau, la fierté de notre histoire et la force de notre unité. Moi, pour l'Algérie, je m'engage à continuer de créer des passerelles entre les startups, les investisseurs et les écosystèmes d'innovation pour accélérer l'émergence de filières deep tech portées par une intelligence artificielle souveraine au service du rayonnement de l'Algérie dans le monde. Moi, pour l'Algérie, je m'engage à créer des ponts entre la diaspora et notre pays, à travers l'art, la culture, la solidarité et la transmission. Tahia al-Jazair. Moi, petite fille de Moudjahid, pour l'Algérie, je m'engage à faire de notre diaspora une force citoyenne incontournable et non plus une simple variable électorale. Mon engagement pour la mémoire, la justice et contre le continuum colonial, c'est le refus du chèque en blanc. Nous ne rasons plus les murs, nous transformons notre histoire en exigence démocratique. Moi, pour l'Algérie, je m'engage avec CyberOrb à rapprocher la cybersécurité et l'intelligence artificielle des réalités terrain pour des usages concrets dans nos secteurs critiques. Moi, pour l'Algérie, je m'engage à apprendre l'algérien et à le transmettre à mes enfants, pour que le lien avec l'Algérie, le peuple, nos familles, nos racines ne soient jamais rompus et persistent à travers les générations. Moi, pour l'Algérie, je m'engage à ne jamais oublier nos glorieux chouhada. Je m'engage à œuvrer pour défendre leur mémoire. Je m'engage à œuvrer pour la restitution des archives. Et je m'engage à œuvrer aussi pour faire reconnaître le génocide. Moi, pour l'Algérie, je m'engage à poursuivre mes investissements dans les talents et les équipes algériennes afin de concevoir des technologies innovantes en Algérie, créatrices d'emplois,
capable de rayonner à l'international et de contribuer durablement au développement de notre économie. Moi, pour l'Algérie, je m'engage à préserver l'héritage de nos valeureux martyrs, à servir mon pays avec honneur et loyauté, et à porter haut les couleurs de notre patrie. En ce 5 juillet, je rends hommage à nos héros. Je célèbre notre indépendance et renouvelle mon amour éternel pour l'Algérie. Moi, pour l'Algérie, je m'engage à ne jamais oublier ceux qui se sont battus pour elle, à transmettre leur héritage et à l'honorer chaque jour par mes actions. Pour l'édification d'une Algérie forte, une Algérie souveraine, une Algérie respectée à l'échelle régionale et mondiale, une Algérie émergente économiquement. تحيا الجزائر المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. Un grand merci à vous toutes et tous qui nous avez envoyé vos vidéos. On n'a pas pu toutes les mettre, mais on va tout poster sur nos réseaux sociaux. C'est une promesse de ma part et de la part de toute l'équipe d'Hebdo Show. Donc... pour l'Algérie, Nalimane. Ah bah oui, j'y viens, Mehdi, j'y viens. Alors on a imaginé cette petite carte que l'on voit derrière qui vous représente. Chaque visage qui apparaît, c'est un engagement, c'est une promesse tenue devant une caméra à une Algérie que l'on aime profondément et qu'on n'a jamais quitté, qu'on soit ici ou ailleurs. Et bah moi aussi j'ai ma phrase, hein, Mehdi, et je vous la dois puisqu'on vous a demandé de jouer le jeu avec nous. Alors moi pour l'Algérie, je m'engage à continuer de raconter ce pays avec honnêteté, avec intégrité et surtout avec fierté. Je m'engage à lui donner une voix quand on essaye de la couvrir et je m'engage aussi à ne jamais oublier d'où je parle et pour qui je parle. Et je finirai par dire que l'Algérie n'est peut-être pas parfaite, mais elle n'a jamais eu besoin de l'être. L'Algérie est exigeante, l'Algérie est entière et surtout l'Algérie est increvable. Et c'est, je pense, justement pour ça qu'on l'aime. Alors ce soir, cette carte, c'est notre serment collectif à toutes et à tous. Et ce serment n'a pas de date d'expiration. Et toi, Mehdi, pour l'Algérie ? Moi, pour l'Algérie, je continuerai à cracher, enfin pardon, à combattre, pardon, excusez-moi. Je continuerai à combattre Isnogoud et sa clique. Je continuerai à combattre tout ce qui est sale et sa clique. Je continuerai à défendre mon pays. Je continuerai, Inch'Allah, si Dieu m'en donne la santé, à défendre les idées de l'Algérie, à défendre la souveraineté et l'indépendance de ce magnifique et grand pays. Je défendrai mon président de la République, je défendrai le gouvernement qui développe le pays jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. Et moi, pour mon Algérie, je resterai toujours debout et fier avec mon passeport vert au niveau de la PAF française à se faire embêter, parce que c'est une fierté de voyager avec un passeport vert pour cette grande et belle Algérie. Voilà. C'est très beau, Mehdi, en tout cas. Et c'est pas préparé en plus. Mais oui, on est les Avengers, je pense. Exactement. Oui. Exactement. On a du sang vert. Même le sang est vert chez nous. On passe à des Z Showtime, Nalimane, effectivement, mesdames et messieurs, jingle. Alors, des Z Showtime ce soir, Nalimane, c'est la surprise. Alors, surprise, je dirais pas que c'est vraiment une surprise, c'est plutôt une affaire qui a tourné en masse sur les réseaux sociaux ces derniers temps, après les multiples tentatives de vol de notre patrimoine, après les agressions à répétition, après les sabotages, après les morsures, après les poignets tordus. Il s'attaque maintenant à des enfants. Il a 14 ans, il s'appelle Wassim et il aura suffi d'un maillot vert pour qu'une foule se déchaîne sur lui. Ce jeune Algéro-américain de Boston était présent ce soir-là avec toutes les meilleures intentions du monde. Il soutenait même le Maroc ce soir-là, pensant encourager un peuple frère. Mais hélas, les couleurs du drapeau algérien qu'il portait sur son maillot l'ont transformé en une véritable cible humaine. Et là, je pèse mes mots. Une dizaine de supporters marocains se sont jetés sur lui, le rouant de coups au point où il s'est écroulé par terre devant toute la foule et a perdu connaissance. On regarde.
ساكن في بوسطن وجنسية أمريكية، جنسية مزدوجة جزائرية وأمريكية. احنا نتابع يعني بدقة يعني شيء الأوضاع نتاعو الصحية. هو خرج من المستشفى الحمد لله. السفارة نتاعنا أمس أنا تكلمت مع السي بوقادوم، راه قايم بواجب نتاعو ويشرف على كل الإجراءات اللي ممكن نتاخذها مع العدالة الأمريكية ومع الشرطة الأمريكية. نفس الشيء بالنسبة للوفد، السيد وزير الرياضة راه عازمه اليوم باش يحضر اللقاء تاع الجزائر سويسرا، وإن شاء الله تشوفوه ونشوفوه كاع بخير إن شاء الله. Voilà des faits d'une violence telle que le président de la République lui-même a pris parole jeudi, à peine sorti des urnes des législatives, pour s'exprimer sur l'état de santé du jeune Wassim, assurant que l'Algérie suivra de très près cette affaire. Et je ne sais pas vous, mais moi je pense que quand un président interrompt sa journée électorale pour parler d'un adolescent tabassé à 8000 km de chez lui, c'est plus un fait divers, là c'est un État qui dit cet enfant c'est le nôtre et on ne le laissera pas seul. La preuve c'est que le président a instruit notre ambassadeur à Washington, Sabri Boukredoum, pour faire le nécessaire pour tout ce qui est enquête judiciaire et hospitalisation et toutes les procédures à faire par rapport à la protection de cet enfant justement qui a été sauvagement agressé. Le ministre des Sports l'a invité pour le match Algérie-Suisse, Walid Sadi, et il continue à suivre justement avec les instances judiciaires américaines les suites de cette affaire, parce que ça ne va pas en rester là, cette agression immonde qui a eu lieu contre un jeune enfant de 14 ans qui avait pour seul méfait de porter le maillot de l'équipe nationale. Donc c'est juste dégueulasse. Justement, pour le moment, 35 supporters marocains ont été interpellés par les autorités américaines après avoir été identifiés par vidéosurveillance. En tout cas, ce qui ne varie pas, c'est cette image horrible qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux, un enfant au sol, inconscient. Et pourquoi? Juste pour un maillot de foot. Alors heureusement, Wassim s'en est sorti avec quelques blessures. Il a même été invité quelques jours plus tard par le ministre des Sports pour assister au match Algérie-Suisse. Mais nous, ce qu'on retient surtout de cette histoire, c'est que ceux qui l'ont frappé ce jour-là n'ont pas défendu une équipe. Ils ont agressé un gosse avec une violence que rien ne peut justifier. Une foule qui s'acharne sur un enfant, c'est la définition même de la barbarie, quels que soient les motifs invoqués. Donc Wassim, lui, on l'a vu, n'a rien demandé à la base, sinon vivre sa passion. Ce qu'il a reçu, c'est une violence qui ne devrait jamais, mais vraiment jamais, rester impunie, et qu'aucun terrain, aucun match, aucune rivalité ne peut excuser. Nous sommes tous solidaires ce soir avec toi, Wassim. Un commentaire. Non, je pense que ces actes ignobles, condamnables bien évidemment, tout naturellement, mais qui sont aussi l'effet miroir d'une société un peu en déliquescence. Rappelez-vous, bien avant Wassim, on avait aussi les supporters sénégalais qui ont subi, on va dire, les comportements inadaptés pour une soi-disant Coupe d'Afrique qui est censée être organisée dans la paix, dans la joie, dans la bonne humeur, dans le respect, et non pas dans le racisme caractérisé, surtout assumé. Je pense que ce n'est qu'une répercussion, une conséquence, notamment d'un mal-être. Ces gens ont besoin de se soigner, ces jeunes en tout cas. Ils ont besoin de se soigner parce qu'effectivement, comme ça a été dit, c'est un jeune qui plus était là. Son seul tort était de porter le maillot algérien, mais en plus qui était dans une espèce d'esprit sportif fair play, où il avait même évoqué, supporté le Maroc dans son match. Et pourtant, il a été trahi. Et je reviens sur peut-être ce que j'ai évoqué à maintes reprises sur ce plateau, cette fameuse trahison dans l'ADN, et je pense qu'on n'est pas surpris aujourd'hui. Historique, il était dans absolument. la fan zone. C'est quelqu'un qui était dans un lieu public. Il avait exprimé son soutien à l'équipe marocaine, mais à la fin, parce que ces gens-là sont nourris à la haine à travers les discours officiels et dans les réseaux sociaux, c'est pour ça ils l'ont utilisé comme un punching ball. Donc c'est cela un petit peu, c'est-à-dire libérer leur frustration et leurs échecs sur un gosse, c'est lamentable et ça ne se pardonne pas. Heureusement que les autorités policières américaines se sont saisies de l'affaire et ont mis 18 parmi les 35 en état d'arrestation, c'est-à-dire ils sont écroués.
Ouais, ces images ont fait le tour du monde. Je rappelle, beaucoup de médias ont parlé. Bien sûr, la machine du Merzen a fonctionné pour essayer de diffuser, comme vous le savez, des fake news pour cette affaire. Et pourtant, tous les médias qui sont neutres, qui ont bien confirmé cette agression inacceptable de la part des supporters marocains en territoire américain. Il se trouve que, comme disait tout à l'heure Nariman, le président Abdelmajid Tebboune en a parlé parce que le président Abdelmajid Tebboune est le président de tous les Algériens, ceux qui sont en Algérie et ceux qui sont à l'étranger. Et donc, il s'intéresse aussi à la santé d'un enfant de 14 ans agressé sauvagement par des supporters français. L'affaire est entre les mains de la justice américaine. Fort heureusement, Wassim se porte bien aujourd'hui. Voilà, merci messieurs, merci Nariman pour cette partie et également celle d'avant. Merci mesdames et messieurs de nous avoir prêté attention. Rendez-vous dimanche prochain. Même heure, comme dirait Mahdi. Salut. Même heure.